Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient et vous avez publié de nombreux ouvrages sur le sujet avec votre collègue Christian Chenot, dont Le déclassement français, publié en janvier dernier, dans lequel vous revenez sur 15 années de diplomatie française où la France semble désorientée dans une région qui lui était pourtant familière, le Moyen-Orient. Donc ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a mené à écrire un livre sur le déclassement français ? Parce que c'est un sentiment qu'on a eu progressivement au cours de ces dernières années. Ça fait une trentaine d'années qu'avec Christian Chenot, on couvre l'actualité du Moyen-Orient. Et on a constaté effectivement depuis une petite quinzaine d'années que les positions françaises étaient en recul diplomatiquement, économiquement, même linguistiquement dans cette région du monde. Et alors, on avait été interpellé par le volontarisme d'Emmanuel Macron qui, après son élection en 2017, avait voulu justement essayer de contrer ce déclassement par un activisme, par un pragmatisme, par une connaissance des dossiers intéressante. Et donc, on a commencé de regarder avec attention justement à la fois ce qui était avant Emmanuel Macron, pourquoi il y a eu ce déclin progressif, en gros, à partir de la fin du mandat de Jacques Chirac dans les années 2005, et qui s'est prolongé, ce déclin, jusqu'à l'arrivée d'Emmanuel Macron, qui a voulu, encore une fois, essayer de remettre la France un petit peu sur cette carte du Moyen-Orient. Et hélas, Emmanuel Macron, on y reviendra probablement, a déployé beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, mais sans beaucoup de résultats, quoi. Effectivement, au fil de votre enquête, on se rend compte que finalement, il y a très peu de résultats au Moyen-Orient, à part en Égypte, vous en parlez, en Irak également. Nous, pour ce qui nous intéresse, on s'est demandé pourquoi ne pas avoir consacré un chapitre complet à l'Irak, comme vous avez pu le faire pour le Liban ou Israël. Parce que l'Irak, comme vous le savez, la France a été contre une intervention américaine en Irak en 2003, et elle avait, à mon sens, raison, pas raison peut-être elle avait raison sur la forme avec laquelle les Américains ont tout gâché, comme vous le savez. Et donc, ensuite, ce refus français a eu un coût, comme vous le savez, c'est une espèce de disparition de la France de l'Irak à partir de 2003 jusqu'à pendant une bonne dizaine d'années. Et la France a disparu un petit peu des radars, même si elle avait eu raison. Ensuite, elle a été effectivement le nouveau pouvoir irako-américain l'a plutôt sanctionné. Les positions françaises n'étaient pas considérées. Ensuite, il y a eu la guerre contre Daesh. La France est revenue un petit peu dans le jeu par son intervention militaire, mais la France en Irak a compté jusqu'à Saddam Hussein, parce que justement elle avait une position singulière, et la France à Bagdad jusqu'en 2003, c'était avec la Russie, c'était une puissance qui comptait. Ensuite, elle n'a plus compté. Donc voilà, il n'y avait pas de quoi écrire, je dirais, on aurait pu écrire un chapitre consacré exclusivement à l'Irak, mais il n'y avait pas la matière, parce que la position française et l'implication française en Irak a quand même beaucoup régressé, mais, et vous l'avez souligné effectivement, l'initiative d'Emmanuel Macron, de cette conférence, à l'été 2021, avec Moustapha Kazemi, a permis à la France de remettre un petit peu pied sur ce terrain irakien. Voilà, alors aujourd'hui, un an après, eh bien, une nouvelle conférence de Bagdad qui aurait lieu probablement, qui devait avoir lieu en Jordanie, elle reste suspendue à l'incertitude politique irakienne, et tant qu'il n'y aura pas de gouvernement irakien, eh bien, il n'y aura pas de nouvelle conférence. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle bah oui, il n'y a pas de... L'absence française en Irak incarne aussi un petit peu ce déclassement qu'on a constaté au cours de ces 15 dernières années. Non. Et depuis, c'est presque 20 ans depuis que la France a dit non à la guerre en Irak. Donc d'après vous, il n'y a pas de politique spécifique quand même de la France en Irak? Il y a eu une politique, Nicolas Sarkozy, après son élection de 2007, a voulu essayer de renouer avec l'Irak, de tourner la page
de Chirac et du non français à l'intervention américaine. Il a envoyé en Irak un jeune diplomate qui lui était proche, qui avait réussi à nouer des relations, etc. Mais Nicolas Sarkozy a commis l'erreur, c'est de vouloir renouer avec l'Irak tout en ayant une position très dure avec l'Iran. Or, comme vous le savez, depuis 2003, l'Irak et l'Iran, pour le grand malheur d'un certain nombre d'Irakiens, d'autres disent que c'est bien, l'Irak et l'Iran ont un petit peu un destin commun. Et donc on ne peut pas avoir une politique française autonome à l'égard de l'Irak si on a une politique iranienne qui lui est hostile. Et donc ça n'a pas marché. Ensuite il y a eu les dérives de Nouri al-Maliki lors de son deuxième mandat, qui a une dérive à la fois sectaire et puis avec des problèmes, je dirais, franco-irakiens presque personnels liés à de sombres histoires dans lesquelles Nouri al-Maliki n'a pas été à la hauteur. Et donc la France, cette volonté de Nicolas Sarkozy de revenir en force a échoué, quoi. Il n'y a pas eu de... Ensuite, alors effectivement, la France est revenue à la faveur de l'intervention militaire occidentale contre Daesh, avec un appui justement marqué aux Kurdes. Voilà, donc il y a eu... Et puis il y a eu dans la position française, si vous voulez, de ces 20 dernières années ou 18 dernières années à l'égard de l'Irak, une espèce de flou, parce qu'on a joué souvent un petit peu Erbil, les Kurdes contre Bagdad, et le pouvoir irakien s'est senti un petit peu marginalisé, notamment sous la présidence de François Hollande, qui a de grandes amitiés avec les Kurdes, qu'on peut comprendre, mais donc ça entraînait comme ça une espèce de confusion avec Emmanuel Macron, qui restait fidèle aux Kurdes et à l'appui qu'ils ont donné à la France dans la lutte contre Daesh, mais il y avait aussi, grâce à son amitié avec Mustafa Kazemi, avec le Premier ministre irakien, une volonté de dire, voilà, la route de l'Irak passe par Bagdad, quoi. Et maintenant, pour la France, l'Irak central compte. Donc voilà. Mais il y a eu quand même toute cette ambiguïté. Donc ce qui fait que... Voilà, et puis ce qui fait que pendant toutes ces années, comme vous le savez, l'insécurité a empêché les entreprises françaises de revenir en Irak. Oui, donc quand vous avez une insécurité, quand vous avez du terrorisme, quand vous avez, eh bien, vous n'avez pas d'entreprise française, vous n'avez pas de relance des investissements, et donc l'Irak est devenu un dossier un petit peu mort dans la diplomatie française. Alors, avec une relance d'Emmanuel Macron l'an dernier, avec des succès mitigés. Justement, comment vous expliqueriez ces relations privilégiées dont vous parlez entre le Kurdistan irakien et la France? Est-ce que ça profite aussi au Kurdistan par des accords, par exemple, économiques Oui, il y a une relation privilégiée avec le Kurdistan parce que il y a l'héritage, je dirais, socialiste de Daniel Mitterrand. Quand vous allez à Erbil, Daniel Mitterrand est une héroïne. Donc, les Kurdes ont toujours été les amis de la France, à des degrés divers, mais notamment avec les socialistes, avec François Hollande. Ensuite, avec le rôle que les Kurdes ont joué aux côtés de l'armée française et de l'armée américaine contre Daesh, sont nos alliés, donc ils ont été très utiles. On leur a donné de l'équipement militaire, et donc ça a renforcé aussi quand même, le pouvoir autonome kurde à Erbil. Et cette volonté française continue, quoi, tout en voulant rééquilibrer. C'est-à-dire, la position française, on peut comprendre l'ambiguïté, parce que vous avez, effectivement, il y a eu chez les Kurdes, il y a eu le référendum avorté qui a été une grosse maladresse, mais il y a eu quand même, si on reprend depuis 2003, la région kurde d'Erbil et de Souleymaniye et de Dohuk, ces régions-là apparaissent comme relativement plus stables que le reste de l'Irak. Donc, pour des investisseurs étrangers, pour un pays comme la France, on ne peut pas ne pas regarder cette région avec un regard intéressé. Voilà. Ensuite, il faut être conscient des limites notamment de cette politique kurde de vouloir une autonomie, une indépendance, parce qu'on est dans un cadre certes fédéral, mais avec un État central. Et donc voilà, disons qu'il y a toujours
mais il y avait, vu de la part de la France, Erbil, qui est notre allié, hein, un peu historique, et puis il y avait un pouvoir irakien à Bagdad qui est devenu quand même de plus en plus, comment dirais-je, dans le giron de l'Iran. Et donc, ce qui n'était pas la volonté, ce qui n'est pas la volonté française. Et donc, ça explique aussi pourquoi parfois on a un tropisme pro-kurde, parce qu'on se dit effectivement, Bagdad, c'est aussi, on ne peut pas aller contre la volonté de l'Iran. La France souhaite que l'Irak recouvre sa souveraineté. Et pour ça, ça veut dire remettre à sa place un petit peu l'Iran et ses alliés. C'est tout le débat aujourd'hui, sauf que c'est impossible parce que depuis 2003, depuis que les Américains ont offert à l'Iran une bonne partie de l'Irak, l'emprise iranienne sur l'Irak est quasiment impossible à dénouer, à défaire. Et donc voilà, donc c'est quand on est un diplomate ou quand on est un chef d'État occidental, l'Irak aujourd'hui, oui, c'est... On souhaite un Irak souverain, mais on sait que ça va être très difficile parce que là, l'Irak a sur son flanc est un voisin qui s'appelle l'Iran et qui considère qu'il a partie liée et que grâce à la minorité, à la communauté chiite irakienne, grâce aux lieux saints, etc., eh bien, le destin de l'Irak ne peut pas, grosso modo, être tellement dissocié du destin de l'Iran. Donc voilà, tout ça, c'est très difficile. Quand on est un pays comme la France, effectivement, voilà, d'essayer de concilier un petit peu tous ces objectifs-là. Et concernant justement ce pouvoir central, on sait que les chiites sont à la tête du pouvoir depuis le passage des États-Unis. Est-ce que la France a développé une politique chiite? Non, justement, la France a longtemps, je dirais, un petit peu marginalisé justement la communauté chiite irakienne, et Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, a voulu un petit peu tourner la page l'an dernier lorsqu'il y est allé et lorsqu'il a visité le sanctuaire chiite de Kazamieh à Bagdad. C'est la première fois, je l'ai accompagné dans la petite bibliothèque où il a été reçu. Donc c'était un signal important ça, auprès de la communauté chiite irakienne, dire voilà, la France vous reconnaît, etc. C'est un signal important. Voilà, simplement la communauté chiite irakienne, comme vous le savez, est divisée aussi entre les factions pro-iraniennes, les factions chiites qui sont avant tout irakiennes, parce que les chiites irakiens sont des chiites arabes et non pas des chiites persans. Donc voilà, mais c'était un geste intéressant, dire voilà, la communauté chiite est une communauté à part entière et la France doit dialoguer effectivement avec elle et reconnaître son pouvoir. Pour finir, selon vous, qu'est-ce que la France devrait mettre en place pour enrayer son déclassement? Et est-ce que Emmanuel Macron est prêt à changer sa stratégie d'ici la fin? Enrayer son déclassement, par exemple, sur l'Irak, globalement, le déclassement diplomatique de la France au Moyen-Orient et au Maghreb est une conséquence aussi de son, comment dirais-je, de son déclin économique. En Irak, les Allemands sont plus présents que nous, non pas parce qu'ils ont un poids politique plus important, mais parce qu'ils ont un poids économique plus important. Et on pourrait prendre d'autres exemples. Et donc, pour l'Irak, pour que la France reprenne une position importante en Irak, il faudrait que l'économie française, les entreprises françaises soient beaucoup plus dynamiques, et soient capables de remporter des marchés, soient capables d'être sur le terrain. Alors, il y a eu le retour de Total en Irak l'an dernier, c'est une très bonne chose. Le pétrole irakien a été découvert par Total en 1928 ou 1932. Voilà, c'est bien. Mais ça venait justement après une longue période d'absence. Et Total absent de l'Irak, je dirais, c'est presque une incongruité historique. Donc voilà. Et puis pour que la France pèse en Irak et il faut effectivement concevoir une politique qui ne puisse pas être sur une seule jambe, c'est-à-dire on ne peut pas réclamer une souveraineté complète de l'Irak et une marginalisation complète de l'Iran, de ce pays-là. Donc effectivement, je pense que c'était l'intérêt de cette conférence de Bagdad, mais dont les objectifs ont été bien revus et corrigés grâce aux Irakiens et non pas grâce aux Français qui étaient plus dans une logique un peu
justement d'insister sur le recouvrement de la souveraineté irakienne. Les Irakiens, les dirigeants irakiens savent très bien que pour l'instant ils ne peuvent pas, qu'ils ont à côté d'eux un pays qui s'appelle l'Iran et qui a des relais qui lui empêchent de recouvrer cette souveraineté. Mais au moins, par des partenariats économiques, avec la région, avec l'Arabie Saoudite, avec la Jordanie et d'autres, d'essayer de faire en sorte que l'Irak sorte de cette descente aux enfers qu'elle connaît depuis 2003, c'est-à-dire le dépérissement, l'absence d'un État central au profit d'intérêts particuliers, confessionnels, etc. Mais c'est très difficile parce que à partir du moment où l'Irak n'arrive pas, on est un petit peu comme dans le cadre du Liban. Moi, je prends souvent l'exemple, je veux dire, les Américains ont plaqué en Irak le modèle confessionnel qui est celui du Liban, qui est un échec politique. On le voit bien, le Liban est plongé dans une crise, il faut en général 6 mois, 1 an, 2 ans avant de constituer un nouveau gouvernement. En Irak, c'est la même chose. Donc voilà, hélas, ce pays n'en finit pas de descendre aux enfers et au détriment d'un État qui doit être un État central fort, mais là, c'est un autre débat. Et pour un État comme la France aussi, il faut, pour pouvoir bâtir une politique étrangère, avoir en face de lui quand même un État, sauf à jouer la carte de la partition, etc., qui est une carte dangereuse. Très bien, je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien, Georges Malbonneau. Merci.